Salut à tous. Le compte à rebours a déjà commencé, pas dans un futur jeu de guerre, pas dans une simulation de groupe de réflexion, mais maintenant, aujourd'hui, en temps réel, l'Iran a fait quelque chose qu'aucun pays du Moyen-Orient n'a osé faire depuis des décennies. Il a publiquement nommé chaque base militaire américaine et du Golfe, chaque installation pétrolière, chaque usine de dessalement, chaque corridor énergétique qu'il compte détruire au moment où l'Amérique appuiera sur la gâchette. Ce n'est pas un bluff. C'est une liste de cibles publiée, et de l'autre côté, Donald Trump est assis avec ses généraux en train d'examiner ses options. Parce que rien ne dit mieux, retenue stratégique, que de traiter une poudrière régionale comme une autre audition de dur à cuire faite pour la télévision. La question n'est plus de savoir si l'Amérique frappera l'Iran. La question est maintenant de savoir où le premier missile tombera et ce que l'Iran fera dans les 60 secondes qui suivront. Je reviens sans cesse à ce que cela signifie pour le monde. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite chaque jour 20% du pétrole mondial, est maintenant à une seule décision d'être fermé. Si l'Iran met à exécution ne serait-ce que 30% de ce qu'il a menacé de faire, un pétrole à $200 le baril n'est pas une prévision, c'est une certitude mathématique. Les marchés boursiers à New York, Londres, Tokyo ne feraient pas que baisser, ils s'effondreraient en quelques heures. Et des gens ordinaires au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, partout en Asie et en Afrique, qui n'ont rien à voir avec tout cela, se réveilleraient avec des prix alimentaires qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Mais dans l'argumentaire à la Trump, on vend souvent d'abord le chaos et on en calcule le coût plus tard. Pour comprendre où Trump frappera en premier, je dois comprendre ce que l'Amérique veut réellement obtenir de cette confrontation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'armes nucléaires. C'est le gros titre. C'est ce qu'on vous dit. L'Iran ne peut pas avoir la bombe. Mais si c'était la seule raison pour laquelle un pays qui possède lui-même 5000 ogives nucléaires menace d'en bombarder un autre, alors les 40 dernières années n'auraient aucun sens. L'Iran possède les 4e plus grandes réserves prouvées de pétrole sur la planète. Sa géographie contrôle le point d'entrée et de sortie du golfe Persique. Chaque jour, les pétroliers transportant du pétrole saoudien, émirati, koweïtien, irakien, tout cela passe par une étroite bande d'eau que l'Iran peut techniquement fermer. Ce n'est pas un pouvoir abstrait. C'est le levier le plus concret qu'un pays ait jamais détenu sur l'économie mondiale. L'Amérique veut neutraliser ce levier depuis 1979. La question nucléaire lui fournit le langage moral pour le faire. Et le langage moral a toujours été particulièrement pratique quand le véritable argument ressemble un peu trop à une facture de transport accompagnée de missiles. Maintenant, je dois regarder ce que l'Iran a réellement menacé de faire. En surface, la réponse de l'Iran à la pression américaine a toujours suivi un certain scénario. Des mots durs, quelques exercices de missiles, quelques menaces à propos du détroit d'Ormuz, puis une diplomatie discrète à huis clos. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière a complètement brisé ce scénario. Pour la première fois, de hauts commandants militaires iraniens ont rendu public ce que les analystes appellent un cadre de réponse gradué. Cela signifie que l'Iran a dit au monde, étape par étape, exactement ce qu'il ferait selon la manière dont l'Amérique frapperait. Une frappe limitée contre des installations nucléaires entraîne une réponse. Une frappe plus large visant l'infrastructure militaire en entraîne une autre. Et une frappe visant un changement de régime, visant à éliminer les dirigeants iraniens, comme Khomon a été éliminé, entraîne la liste complète, chaque terminal pétrolier du Golfe, chaque base américaine au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, les gazoducs alimentant l'Europe, les câbles sous-marins, les usines de dessalement qui fournissent l'eau potable à l'Arabie saoudite et aux Émirats, et c'est la partie qui fait taire les capitales du monde entier. L'Iran n'a pas besoin d'une force aérienne opérationnelle pour faire la plupart de ces choses. Il a passé les 15 dernières années à bâtir un programme de drones et de missiles conçu précisément pour saturer et contourner les systèmes traditionnels de défense aérienne. Les Houthis au Yémen, avec une fraction des ressources de l'Iran, ont déjà prouvé que des drones bon marché
peuvent paralyser la production pétrolière saoudienne. L'Iran lui-même, en 2019, a frappé l'installation d'Abqaiq de Saudi Aramco avec une telle précision que la moitié de la production pétrolière de l'Arabie Saoudite a disparu du jour au lendemain. Pas une seule batterie de missiles Patriot américaine n'a intercepté un seul drone ce jour-là. Donc la menace est réelle. La capacité existe et maintenant, pour la première fois, l'Iran a associé des cibles précises à des scénarios précis et l'a dit publiquement. C'est ce qui arrive quand un camp traite la dissuasion comme un chiffrier et que l'autre la traite comme un slogan de rassemblement électoral. Les options de Trump sont moins nombreuses que les gens le croient. Si j'écarte le bruit qui sort de Washington, on a l'impression que l'Amérique dispose d'un choix illimité. Frappe chirurgicale, bombardement limité, campagne militaire complète, blocus naval, opération cybernétique. Mais chaque option entraîne des conséquences qui réduisent très rapidement les véritables choix. Une frappe chirurgicale, c'est à dire frapper 2 ou 3 sites nucléaires, donne à l'Iran la justification parfaite pour mettre à exécution tout ce qui figure sur sa liste, pendant que le monde appelle cela de la légitime défense proportionnée. L'Amérique bombarde une installation nucléaire civile, l'Iran ferme le détroit, et soudain, tous les pays qui importent du pétrole, y compris des alliés des États-Unis, sont furieux contre Washington. Une frappe plus large, visant des centres de commandement militaire, en plus des installations nucléaires, risque de tuer des généraux iraniens et de déclencher exactement l'échelle d'escalade que l'Iran a publiée. Elle risque aussi d'entraîner la Russie et la Chine, qui ont toutes deux des accords actifs avec l'Iran et des intérêts économiques dans la région, qu'une campagne militaire américaine menacerait directement. Une campagne complète visant un changement de régime est l'option que les faucons à Washington veulent réellement. Les brochures pour ce fantasme sont toujours brillantes. Les factures arrivent généralement sous forme de cercueils, de dettes et de décennies. Mais l'Irak a appris à l'Amérique ce que coûte un changement de régime. L'Afghanistan l'a confirmé. Aucun de ces deux pays n'avait la population de l'Iran, la profondeur de son appareil militaire, sa géographie, ni ses 40 années de préparation pour ce scénario précis. L'Iran a construit des villes souterraines pour son infrastructure militaire. Ces sites de missiles sont répartis sur un territoire de la taille de l'Europe de l'Ouest. Une guerre terrestre en Iran ferait passer l'Irak pour une escarmouche. Donc, quand je me demande ce que Trump va réellement faire, le scénario le plus probable, d'après la manière dont les décisions américaines ont historiquement été prises, est une frappe conçue pour paraître décisive, mais en réalité calibrée pour rester sous le seuil d'escalade totale. 2 ou 3 sites nucléaires de grande valeur. Un message qui dit « Nous vous avons frappé ». Un message transmis en coulisses qui dit « Maintenant, parlons ». Autrement dit, la doctrine familière qui consiste à casser la vitre, puis à se féliciter d'avoir proposé un balai. Le calcul, c'est que l'Iran absorbera le coup, menacera bruyamment, mais n'exécutera finalement pas sa liste complète de cibles parce que cela détruirait sa propre économie déjà au bord du gouffre. Mais ce calcul comporte une faille fatale. Il suppose que les dirigeants iraniens pensent comme les stratèges américains s'attendent à ce qu'ils pensent, et après ce qui est arrivé à Qam, après avoir vu leur guide suprême éliminé dans une opération conjointe américano-israélienne, les dirigeants iraniens actuels n'ont plus rien à perdre à être imprévisibles. Les pays du Golfe le comprennent mieux que Washington. C'est pourquoi, à huis clos, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis envoient des messages discrets à Washington et à Téhéran pour demander une désescalade. Ils comprennent que être sur la liste des cibles de l'Iran n'est pas un risque théorique. Leurs économies nationales entières, leur approvisionnement alimentaire, leur approvisionnement en eau, leur survie en tant qu'État fonctionnel dépendent d'infrastructures que l'Iran a maintenant publiquement dit vouloir détruire si la guerre commence. Quand même, les partenaires de l'Amérique commencent à demander le calme à voix basse. C'est généralement le signe que la séance publique de bravade s'est un peu trop éloignée de la réalité. L'Arabie Saoudite
produit 9 millions de barils de pétrole par jour. Sans Abqaiq, sans Ras Tanura, sa production tombe presque à zéro. Les Émirats arabes unis ont 17 usines de dessalement qui fournissent 90% de l'eau potable du pays. Le Qatar accueille la base aérienne d'Al Udeid, la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient, avec 10 000 militaires américains. Si l'Iran est sérieux, et cette fois il y a de sérieuses raisons de croire qu'il l'est, une seule nuit de frappe change tout. Voici le tableau d'ensemble que, selon moi, la plupart des gens ne voient pas. Chaque fois que l'Amérique et l'Iran se sont approchés du bord de cette guerre avant de reculer, la situation a redémarré à un niveau de tension plus élevé. Chaque cycle se termine avec plus de missiles en Iran, plus de drones, plus d'infrastructures dispersées, plus d'expériences en confrontation asymétrique. Et chaque cycle se termine avec moins de bonnes options pour l'Amérique, moins d'alliés prêts à participer, et un public intérieur plus fatigué par les guerres au Moyen-Orient. Et pourtant, la même mise en scène politique revient sans cesse, comme une émission annulée qui refuse de quitter les ondes. Les gens qui poussent le plus fort pour cette guerre en ce moment ne sont pas ceux qui en paieront le prix. Les entrepreneurs militaires qui fabriquent les missiles, les salles de marché pétroliers qui profitent des flambées de prix, les figures politiques qui veulent un ennemi étranger pour détourner la frustration intérieure, aucun d'eux n'habite près du détroit d'Ormuz. Aucun de leurs enfants n'est stationné à Al Udeid. Aucune de leurs familles ne dépend d'une eau provenant d'une usine de dessalement figurant sur la liste des cibles de l'Iran. Les gens qui paieront le prix sont les familles des soldats américains sur ces bases. Les travailleurs au Qatar, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, dont la plupart sont des migrants d'Asie du Sud et d'Afrique qui n'ont aucun rôle dans ce conflit, les communautés au Pakistan, en Inde et au Bangladesh, qui verront leur coût de carburant et de nourriture doubler dans les semaines suivantes, la fermeture du détroit, et les civils iraniens qui ont déjà enduré des décennies de sanctions et qui n'ont rien fait pour mériter d'être pris au milieu de tout cela. Mais dans la politique de la posture permanente, la souffrance est souvent traitée comme une ligne budgétaire qui concerne quelqu'un d'autre. J'ai déjà vu ce schéma, le même langage de menace existentielle, la même urgence fabriquée, la même question des armes de destruction massive qui mènent toujours d'une manière ou d'une autre à la même conclusion, que la guerre est inévitable, que la paix est une faiblesse, que la seule solution, ce sont les bombes. Et chaque fois que ce schéma se répète, on promet au monde la sécurité et on lui livre le chaos. La différence, cette fois, c'est que le chaos serait mondial dès le premier jour, pas une guerre régionale que le monde regarde à la télévision. Ce serait une guerre qui frapperait votre pompe à essence, votre facture d'épicerie, votre réseau électrique et les réserves de change de votre pays, peu importe où vous vivez, et peu importe le camp que vous croyez avoir raison. Voilà ce qui est en train d'être décidé en ce moment. Pas dans un parlement, pas dans un débat public, pas avec la moindre participation des milliards de personnes qui devront vivre avec les conséquences. Cela se décide dans des pièces où les seules personnes présentes sont celles qui croient pouvoir survivre à ce qui vient. Et si la conférence de presse ensuite est assez soignée, ils appelleront probablement les décombres du leadership. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.